Les entraîneurs ivoiriens sont indexés très souvent sur leur capacité à redresser le football local. Des appréciations qui ne font pas forcément d'eux des techniciens chevronnés et aguerris. Pour en parler, qui de mieux qu'un des leurs? Et ce soir, Monsieur Koné Yaya, entraîneur du Bafing, est notre invité. On va le recevoir maintenant. Bonsoir Monsieur Koné Yaya. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Si je ne me trompe pas, c'est votre deuxième passage. C'est mon deuxième passage ici à la Grande Team. Et c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'être sur ce plateau. C'était bien avant d'aller au Burkina Faso? C'était bien avant d'aller au Burkina Faso. En vacances l'année dernière, je suis venu, j'ai eu l'honneur d'être invité sur le plateau. Et je peux dire que ce plateau m'a porté chance puisque j'ai terminé vainqueur de la Coupe du Faso. Ah ben félicitations. Voilà, et ce soir vous avez Balo à côté, Roger Stéphane que vous connaissez certainement et Yves Boris Vey. Voilà, je rappelle qu'on va terminer l'émission ensemble. Ok. C'est bon? C'est bon. Allez, en tout cas, bienvenue encore une fois. Merci. Alors, des doutes subsistent sur la compétence avérée de nos entraîneurs. Qu'en dites-vous? Ben, écoute, moi personnellement, je dis que les entraîneurs ivoiriens ont de la compétence. Maintenant, après, tout dépend aussi des conditions de réussite qu'on met autour d'un entraîneur dans un club. Voilà, et dans un club, ce n'est pas seulement l'entraîneur qui doit être indexé quand les résultats ne suivent pas. Il faut d'abord pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les facteurs de la réussite. Et vous êtes tous sans ignorer que les facteurs de la réussite, ici déjà, c'est d'abord les infrastructures. C'est d'abord aussi d'avoir des ressources financières assez conséquentes. C'est aussi d'avoir une ressource humaine assez conséquente. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans nos clubs ici en Côte d'Ivoire. Donc très vite, l'entraîneur est indexé. Quand les résultats ne suivent pas, tout de suite, la tête de l'entraîneur est mise à prix. Mais je dis qu'on a des compétences. Il suffit juste de regarder. Moi, je viens du Burkina. J'ai fait 3 ans et demi avec l'AS Douanes. On a toujours joué là-haut du tableau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient de finir. On a eu Hugo Gervais, qui était également au Burkina cette saison, qui a fait de formidables travail. Je vais citer Ben Sanou du côté du Cotonou au Bénin, ça fait 2 ans successifs qui qualifie les Buffs du Bénin pour les campagnes africaines. Donc c'est Alain Nyonsoa également. Alain Nyonsoa également, ouais. Que j'allais oublier, qui vient justement du Mali. Du Mali qui vient de faire monter une équipe de 2-2 en Ligue 1. Mais pourquoi est-ce que chez nous en Côte d'Ivoire ça ne marche pas? Il faut se poser des questions, il faut se poser des interrogations. Sinon pour moi, l'entraîneur ivoirien est très compétent. Alain Nyonsoan, à qui on souhaite prompt rétablissement. Voilà, Alain Nyonsoan, je rappelle, qui a été victime d'un accident récemment et il va mieux. On parle et se porte bien. Merci beaucoup, coach, de nous donner l'opportunité de le saluer là tout de suite. Alors, Roger Stéphane, Balo, Yves, on vient d'entendre le coach. Quel est votre avis du coup sur... Écoutez, moi je partage un peu le sentiment du coach. C'est vrai que nos entraîneurs, il y a une grosse polémique autour d'eux. Mais je pense que l'un mis dans l'autre, ils ont de la qualité. Mais en même temps, on pose un certain nombre de questions. Moi, si je regarde sur les dernières années, il y a combien, par exemple, qui ont été champions de Côte d'Ivoire avec des clubs? Il n'y en a pas beaucoup. Amani Yao, Gigi avec la SEC, Nguya Mori, enfin, lui, les Camerounais, avec Rigo Gervais, le Sport de San Pedro. Il y a Côte Djibé Kofi Fimé avec l'AS Standard, Bilé Kpagny et Aka Bilé avec l'AS SOA, et puis Vassili qui avec l'équipe du RCA. Donc, à la vérité, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup qui sont champions de Côte d'Ivoire. Parce que le développement pour l'entraîneur, c'est être champion, gagner des trophées, gagner des coupes, aller à la conquête du monde. Donc, on n'en a pas beaucoup sur place. Il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, on se pose des questions. Quelles sont leurs conditions de travail? D'abord, en termes de salaire. Comment sont rémunérés et payés nos entraîneurs au plan local? C'est la misère totale. Quand vous les interrogez, c'est la misère totale. Il n'y a parfois même pas de contrat du tout avec des clubs. Et ça, c'est extraordinaire. Deuxièmement, quel est leur environnement de travail? C'est-à-dire que, quel est l'effectif qu'ils ont? Parce que très souvent, ils ne sont pas responsables du recrutement qui est fait. Quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent? Les terrains d'entraînement, le cadre, etc., etc. Donc tout ça, quand on met ensemble, on a du mal à voir nos entraîneurs, avec le potentiel et les qualités qu'ils ont, à émerger véritablement. Donc c'est l'environnement du football de façon générale
qui plombe un peu nos techniciens, mais sinon, on a de très beaux techniciens. Rigo Gervais, Aka Kwame, Guamene Maxime, Alain Guamene, tout ça sont de très très beaux techniciens. Malheureusement, je pense que l'environnement de notre football ne permet pas à ces garçons, à ces hommes-là d'émerger. C'est un peu dommage, mais c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette polémique qui fait qu'on dit, oui, les entraîneurs, ils voient un sport de grande qualité. Mais ça aussi, le débat va se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait peut-être réussi à améliorer les conditions de travail de l'ensemble du football ivoirien pour pouvoir les juger véritablement. D'accord. Oui, totalement d'accord avec Roger Stéphane. Et je pense que le problème aussi se situe au niveau de la valorisation des entraîneurs locaux. Non seulement ils n'ont pas les vrais moyens pour s'exprimer, pour exprimer leur talent, mais est-ce qu'au niveau même de la politique de l'équipe nationale, il y a quelque chose qui est fait aussi pour mettre en valeur ces entraîneurs locaux-là? On va parler des entraîneurs comme Coach Israël, qui a une vraie science tactique, qui a une vraie connaissance du milieu. On l'a vu avec le Stade d'Abidjan en Ligue 2. Il a parlé d'Alain Guamene, qui a bien commencé avec l'Africa Sport d'Abidjan, mais derrière, qui n'a pas eu la confiance nécessaire du Stade de l'Africa pour continuer ce qu'il avait commencé. On a des entraîneurs, peut-être comme François Zawi, qui n'a pas tellement tourné au niveau des clubs ivoiriens, mais on sent qu'il y a de la qualité. Mais au-delà même des problèmes financiers, au-delà des problèmes matériels, au-delà des conditions de travail, il y a aussi un véritable problème de valorisation des entraîneurs locaux. Je pense que ça doit faire l'objet d'une réflexion. Quels sont les outils qu'on met à la disposition de ces entraîneurs-là ? Quelles sont les politiques de valorisation des entraîneurs locaux? Parce qu'au niveau des autres pays, c'est quelque chose qui est en train de prendre du chemin. Ça a fait le succès de l'Égypte, ça a fait le succès du Sénégal. Il faut que ça fasse le succès de la Côte d'Ivoire. Yves? Mais je pense qu'ils ont on a pratiquement tous les mêmes opinions. Moi, je suis d'accord qu'il y a de la compétence, de la qualité au niveau de nos différents coachs, au niveau des entraîneurs des clubs ivoiriens. Maintenant, on parle de moyens financiers, on parle du cadre dans lequel ils évoluent pour pouvoir s'exprimer. Et on constate et on le sait que c'est très difficile pour nos coachs en Côte d'Ivoire d'avoir parfois des terrains d'entraînement. Parfois, on ne respecte pas l'heure des entraînements. C'est très difficile. Vous fixez une heure à des joueurs qui doivent s'entraîner et au moment opportun où ils doivent arriver, eh bien, le terrain est occupé par un autre club. Mais dans ces conditions-là, comment peut-on avoir un rendement meilleur? Comment l'entraîneur peut être motivé pour pouvoir bien coacher ses joueurs? Oui, c'est difficile. Moi, j'ai bonne mémoire. Si je ne me trompe pas, en 2019, le coach Kone Yaya était du côté de Boaké. Ils avaient joué contre la SEC, ils avaient perdu 2-1, mais on a vu combien de fois cette équipe de Boaké avait posé beaucoup de problèmes à cette équipe de la SEC Mimosa. Mais il y avait une culture tactique dans ce jeu qui était extraordinaire. J'ai eu la chance de commenter ce match à l'époque et je me suis dit, mais tiens, voici un entraîneur qui montre que il a de la valeur et de la qualité, mais surtout, il a une science dans la culture tactique. Parce que c'est ce qu'on reprochait très souvent aux footballeurs africains qui n'étaient pas très bien tactiquement. Et quand ils partaient en Europe, c'était toujours difficile pour eux de pouvoir émerger, de pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, on est en train de rattraper quand même ce petit retard-là. Et on a des entraîneurs comme le coach Kone sur le plateau, vraiment qui s'adonnent à donner une véritable base tactique à nos différents joueurs. Et je pense que s'ils sont dans de bonnes conditions, tout le monde l'a dit, dans de bonnes conditions, un environnement très sain, on pourra voir des entraîneurs qui vont émerger et puis qui vont donner toute la pleine mesure de leur talent de coach. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas chez nous. D'accord. Alors, à vous entendre, ils ont les moyens, mais il y a un mais. C'est bien ça. Ils ont le talent, plutôt. Ils ont le talent. Bon, d'accord, on va faire simple. On va utiliser les ardoises. Okay. Les entraîneurs ivoiriens ont-ils les moyens, j'insiste là-dessus, les entraîneurs ivoiriens ont-ils les moyens de relever le niveau du football local? C'est la question. Vous parlez de moyens techniques. C'est ça? Les moyens globalement. Globalement. On va tout mettre là-dedans en même temps. Allez, je vous vois à la maison, vous pouvez nous appeler à présent. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. On prendra des appels à partir de cet instant. Et bien sûr, sur la page Facebook de la 3, il y a des réactions qu'on lira dans moins d'une minute, effectivement. Ballot, oui, mais... Ah, c'est ce que je disais. Oui, mais... Oui, non. Oui, mais... Bon, c'est vrai qu'on a déjà fait le tour, mais revenons un tout petit peu là-dessus. Mais c'est exactement pour aider nos téléspectateurs. Oui, mais c'est exactement ce que nous disons. Nous disons qu'il y a du potentiel. Humainement, il y a de la qualité. Si vous prenez les garçons, il y a de la qualité. Des très bons
techniciens sur place. Depuis l'ancienne génération, celle de Yo Martial, Kaoulaï, Lama Bamba, quoi de jeu, pour arriver aujourd'hui à la nouvelle génération qu'on a, il y a de la qualité. Il y a toujours eu de la qualité. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le non, c'est que l'environnement global du football ivoirien ne leur permet pas de croire véritablement. Parce que pour arriver à être champion de Côte d'Ivoire, il faut que vous soyez soit à la SEC Mimosa, donc la SEC remplit de conditions en termes de salaire d'équipe et d'installation, soit à l'époque, il fallait jouer à San Pedro. San Pedro avait les moyens et avait un très bel effectif. Soit qu'il fallait jouer, il fallait être entraîneur à Tanda, qui pendant 2 ans a dominé le football ivoirien. Soit il fallait être à la SOA, qui était un club bien organisé, qui a les moyens, parce que c'est l'équipe de l'armée. Soit au RCA, qui a fait la révolution. Mais après, plus rien. C'est-à-dire que si vous jouez ici à Ouazim, si vous jouez à Bassam, si vous jouez à Korogo, etc., que ces clubs m'excusent, mais vous n'avez pas beaucoup de chances. Même si vous êtes un génie, vous n'avez pas beaucoup de chances de faire voilà vos qualités. C'est exactement ce que nous disons. Mais maintenant, il y a d'autres éléments. Les autres éléments, c'est que la nouvelle fédération, par exemple, elle a pris des mesures. Elle dit pour entraîner en Ligue 1, il faut avoir la licence A. Ligue 2, licence B. D3, licence C. Mais c'est très bien. Ça veut dire que la fédération veut mettre de l'ordre dans le milieu des entraîneurs ivoiriens. Ça, c'est très bien. Elle a initié il n'y a pas longtemps quelques formations pour les entraîneurs. Ça, c'est très bien. Il faut continuer et permettre à nos techniciens d'aller en immersion dans des grands clubs européens, dans des grandes structures plus développées pour apprendre, pour se frotter aux plus grands. Ça, c'est notre élément. Mais le deuxième élément, il y a la responsabilité des entraîneurs eux-mêmes. Mais leur milieu est un casse-tête, mon cher Jean-Baptiste. Comment vous voulez coacher une équipe sans contrat de travail? Comment vous acceptez des salaires de misère pour aller vous asseoir sur le banc technique d'une équipe? Vos collègues n'acceptent pas des conditions, vous acceptez les mêmes conditions. Ce n'est pas normal. Il y a un manque d'assainissement dans leur milieu. Il y a un manque de solidarité dans leur milieu. Et quand on met tout ça ensemble, évidemment, ça donne le résultat qu'on a et ça donne le débat qu'on mène. Ils ont de la qualité, mais les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils fassent du très bon travail et développer le football ivoirien. Allez, direction le Bec, précisément à Boaké, pour trouver M. Atta Olivier. Bonsoir, M. Atta. Oui, bonsoir, messieurs. Bienvenue. Merci bien, je vous remercie. Comment vous réagissez face à notre question LGT de ce soir? Oui, disons, celle de savoir si les entraîneurs ivoiriens ont les moyens pour relever le niveau du football local. C'est ça. Effectivement, il y a de nombreux, pas tous, mais de nombreux entraîneurs qui ont les moyens de relever le niveau du football local. Seulement, il y a, si je ne me trompe pas, Roger, qui vient de signifier un point vraiment très très important, celui de la solidarité entre les techniciens. D'abord, entre nous-mêmes, il y a beaucoup de trahisons. Bon, quand je dis entre nous, parce que moi-même, je suis aussi entraîneur. D'accord. Il y a beaucoup de trahisons. On n'arrive pas à se mettre en staff, en équipe, pour travailler ensemble. Et deuxièmement, il y a le problème aussi qui a été cité tout à l'heure en plateau, qui est celui du matériel que nous devons avoir, disons, que les entraîneurs doivent avoir, excusez-moi, les entraîneurs doivent avoir pour pouvoir travailler sérieusement. Il y a aussi le problème de moyens financiers. Voilà, il y a, puisque nous sommes nombreux sur le marché, alors il y a certains, qu'est-ce que je pourrais dire, présidents du club qui s'amusent à baisser le salaire de certains, ou bien à leur proposer des salaires vraiment minimes qui ne leur ou même à vous faire travailler sans contrat. Oui, travailler sans contrat. Bon, moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus travailler sans contrat. Je le dis haut et fort devant la nation ivoirienne. J'ai été même demandé par un club dernièrement, mais j'insiste vraiment, j'ai vraiment insisté, j'ai mis un contrat à leur disposition, à eux de voir s'ils sont d'accord, on poursuit. D'accord, mais ce que vous dites, c'est que vous avez les moyens, c'est ça. Vous avez les moyens de relever le niveau du football local, sauf que les moyens font défaut. Nous avons les moyens, nous avons l'intelligence, nous avons une maison même qui nous forme. Très bien noté. Merci beaucoup, M. Atta. Technique nationale, de rien. Allez, excellente soirée à vous. Oui, coach, réaction par rapport à ce que Roger a dit, à ce que l'appelant vient de relever. Oui, ma réaction tout de suite, c'est ça. Et voilà, même je dirais aujourd'hui, le foot a évolué. Aujourd'hui, un staff, on a besoin de plusieurs compétences dans un staff technique aujourd'hui. Mais quand vous regardez encore nos staffs, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup évolué. Vous voyez, on sent, coach, si vous permettez, qu'on fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Aujourd'hui,
Quand on prend un staff normal aujourd'hui, c'est l'entraîneur adjoint, c'est un préparateur physique, c'est un psychologue, c'est un analyste vidéo. Ici, on parle, Roger, il parle un peu du plan, du haut niveau africain. Mais écoutez, un club ivoirien qui va peut-être représenter la Côte d'Ivoire au plan africain, qui n'a même pas un analyste vidéo. On a combien d'analystes vidéo ici en Côte d'Ivoire? Moi, j'en connais qu'un seul. Kwadjo Félix, de la SEC d'Abidjan. Mais notre DTN, qu'est-ce qu'on attend pour former ces spécialistes-là, qui doivent accompagner l'entraîneur dans sa tâche? L'entraîneur, à lui seul, il ne peut pas tout faire. Même en Europe, les Pep Guardiola et tous ces grands entraîneurs, ils sont entourés par un staff. Si on vous dit le nombre de personnes qui sont dans un staff, mais tout ça est important dans l'évolution du football local. Il faut qu'on avance. On n'avance pas. On est encore dans les années 80 quand nous on jouait encore. Voilà, où le coach, c'est le monsieur à tout faire, c'est le monsieur qui sait tout. Non, le football aujourd'hui, c'est de l'art, c'est de la science. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, il y a aussi un travail à faire. Il faut former les spécialistes. Il faut former des psychologues du football. Il faut former des analystes vidéo du football. Il faut former vraiment des vrais préparateurs. Il y a du boulot à faire. Pour avoir un véritable staff. Voilà, un véritable staff, on n'en a pas. C'est du non. Voilà, donc tout ça, le football, écoutez... C'est un tout aujourd'hui. C'est un tout. D'accord, c'est bien noté. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Dié, Alex et Francis qui suscitent. Bien sûr que oui, on a tout ce qu'il faut. Le vrai problème, c'est la politique financière de nos dirigeants sportifs qui peinent notre football. On va prendre la réaction maintenant de M. Uncho qui nous appelle d'Abangourou. Bonsoir, M. Uncho. Allô? Oui, allô, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Et chez vous? Ça va. Ah, d'accord. Bon, à mon humble avis, les entraîneurs ivoiriens ont vraiment les moyens. Ils ont les moyens intellectuels. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je dis les entraîneurs ivoiriens ont les moyens intellectuels pour élever le niveau du football local. Mais les moyens financiers n'y sont pas. Le moyen financier, il manque. Et il y a une mauvaise politique autour des entraîneurs locaux. Il faudrait qu'on puisse faire une politique pour relever aussi leur niveau. Voilà. Parce que quand on regarde, on prend le cas du football ivoirien vraiment en manque. Parce qu'il n'y a pas la compétitivité au niveau du football local même. Les entraîneurs locaux sont un peu délaissés à eux-mêmes. Quand c'est comme ça, ils n'ont pas vraiment un engouement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Non, ils sont vraiment qualifiés. Ils ont les diplômes qu'on demande au niveau national, au niveau mondial. Ils ont les diplômes. D'accord. Mais s'il n'y a pas de moyens financiers et techniques pour les encourager, vous voyez que là ils peuvent pas vraiment eux-mêmes donner leur effort intellectuel et puis leur effort, les moyens financiers. Voilà. Donc il faudrait que vraiment les moyens financiers ils accompagnent avec les moyens techniques pour que les entraîneurs puissent faire leur travail comme il se doit. D'accord. Nous encourageons vraiment les entraîneurs locaux pour tout ce qu'ils font pour le football ivoirien. Malgré les maigres moyens, mais ils le font parce qu'ils ont l'amour de leur métier. Du métier, oui. Les encourager. C'est ça, c'est juste. Voilà. C'est juste. Merci beaucoup, monsieur Uncho. Pas de quoi. Merci à vous aussi. Bonne émission à vous. Merci. Alors, un tour sur la page Facebook de la 3, la réaction à présent de monsieur Etienne Yao Donatien. Je pense que les entraîneurs ont la qualité de relever notre football. Mais je trouve le milieu sportif ivoirien très hostile car aucun entraîneur ivoirien ne fait son propre recrutement. Des présidents qui sont des spécialistes de vente des joueurs à la fin de la saison. Le football se joue avec des joueurs de qualité et un entraîneur de qualité. C'est cette addition qui relève le niveau d'un championnat local. Oui, il a parfaitement raison, l'intervenant sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte que nos dirigeants ne considèrent pas. Et je pense que c'est quand même dommage. Les entraîneurs sont abandonnés. Ils ne sont pas consultés pour faire des recrutements. Mais ce n'est pas le dirigeant qui coach, c'est l'entraîneur. Donc c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît les joueurs dont il a besoin en fonction de son système de jeu, en fonction des adversaires qu'il a en face de lui pour faire son recrutement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Chez nous, on parle très peu de transferts. Vous verrez très peu de joueurs être en contrat et puis être achetés par un autre club pour renforcer l'effectif de ce club acquéreur. Malheureusement, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des contrats de 6 mois, voire de 1 an, et puis on voit des joueurs qui sont des joueurs qui changent de club comme des hirondelles. Je trouve que ce n'est pas
comme ça que le football doit fonctionner. Et pour moi, il faut avoir, j'ai envie de dire, il faut changer les choses, il faut changer les mentalités, il faut changer cette manière de fonctionner qui n'est pas la bonne en réalité. Si on a envie d'atteindre le niveau des grands clubs du nord de l'Afrique, je crois qu'il faut quand même maintenant aujourd'hui suivre la tendance. D'accord, c'est bien noté Yves Boris V. On va se rendre à Kounfao pour prendre la réaction de M. Kouakou François. Bienvenue, bonsoir M. Kouakou François. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va mieux. D'accord, ce soir on parle de football local, des entraîneurs en particulier. Oui. Réaction? Oui. Est-ce que vous pensez que les entraîneurs ivoiriens ont les moyens de relever le niveau du football local? Non, moi je pense que les entraîneurs n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que s'ils avaient les moyens, ils allaient mieux faire. Hein. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas les moyens, tout à l'heure, il y a quelqu'un sur le plateau qui a soulevé les vrais problèmes. En Côte d'Ivoire, il faut dire que les entraîneurs sont mal rémunérés. Bon, ils n'ont pas suffisamment d'argent. Et il y a un qui dirait même tout à l'heure aussi qu'ils n'ont pas de contrat. Comment vous voulez que quelqu'un qui a pris comme un bénévole pour se donner le meilleur de lui-même. Alors moi je dis qu'il faut réformer la chose. Le football ivoirien a besoin des états généraux, un peu comme ce qui s'est passé à l'éducation nationale. Pour qu'on voit les vrais problèmes qui minent ce secteur-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais Jean-Baptiste, je dis quand même, on va pas faire le procès des présidents des clubs, encore moins de la fédération. Faisons le procès des entraîneurs eux-mêmes. Ils ont bien une association, les entraîneurs. Est-ce que leur milieu est suffisamment assaini? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont assaini leur milieu? Est-ce que tous ceux qui se disent entraîneurs ont le droit d'être appelés entraîneurs? Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que, par le passé, sur le banc de touche d'une équipe de Ligue 1, vous avez un entraîneur titulaire qui n'a pas le diplôme qu'il faut. Mais pour contourner la mesure, on prend notre entraîneur qui a le diplôme, qui est le second, mais le numéro 1, celui qui n'a pas le diplôme. Mais les entraîneurs le savent, ils disent rien. Eux-mêmes, ils le savent, ils acceptent la pratique dans leur milieu. Deuxièmement, quand vous allez signer dans un club sans contrat, est-ce que c'est normal? Je dis le président du club, lui, il fait ce qu'il arrange. Mais est-ce que l'entraîneur lui-même a cette capacité de dire, comme celui qui a appelé tout à l'heure, je n'accepte pas d'officier s'il n'y a pas un contrat? 2. Le salaire. Est-ce que les entraîneurs eux-mêmes, au sein de l'association, se battent suffisamment pour imposer un minimum de salaire aux dirigeants du club, qui doit être accepté aussi bien par les présidents du club que par la Fédération ivoirienne de football? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si eux-mêmes, ils ne prennent pas le combat en main, si eux-mêmes, ils n'assainissent pas leur milieu, si eux-mêmes, ils ne sont pas suffisamment solidaires, si eux-mêmes, ils ne sont pas suffisamment responsables, si eux-mêmes n'ont pas pris conscience de leur importance, de leur utilité dans le développement du football ivoirien, mais ils vont être toujours à la traîne. Donc, la responsabilité incombe à l'environnement du football ivoirien, la responsabilité incombe à certains dirigeants de clubs, mais la responsabilité incombe également aux entraîneurs eux-mêmes, qui, à mon avis, ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités, ce qui explique qu'ils soient traités de la sorte tout au long du développement des différentes activités du football ivoirien. Donc ça aussi, c'est un problème sur lequel on doit mettre la main pour qu'ils s'élèvent enfin, pour que les droits soient respectés. On entendra certainement M. Koné Yaya sur les préoccupations soulevées par Roger Stéphane. Pour l'instant, on sera à Yopougon pour retrouver M. Lésia Josier. Bonsoir, M. Lésia. Bonsoir, M. Jean-Baptiste. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On parle d'un... En fait, oui. je pense bien que le point clé, c'est ce que M. Roger Stéphane a touché. C'est-à-dire les entraîneurs eux-mêmes doivent se faire respecter. C'est ce qui est très important. Le respect. Ils doivent se faire respecter. Je pense bien qu'ils ont une association. Ils ont une association, effectivement. Oui. S'ils ont une association, que l'association prenne comment dire, des décisions. Parce que ces entraîneurs sont tellement talentueux et que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez ce jeune entraîneur du stade. Oussou Israël. Oui, à Oussou Israël. Mais c'est quelqu'un qui a un talent pas possible. Et l'entraîneur qui est sur le plateau tout à l'heure a dit que le staff, mais imaginez-vous si on vous donne 2 ou 3 personnes pour un staff, quand on ne peut pas payer tout le staff. Mais voyez-vous ça? C'est dangereux. Et c'est pas bien. Et ce sont des pères de famille. Et c'est un boulot.
Et je pense que si ces entraîneurs-là décident une fois de prendre leur engagement pour dire que désormais nous serons sous des contrats, mais c'est inadmissible que ces entraîneurs soient sur des terrains, entraîner des gens à tout moment, et puis ils n'ont pas de contrat. C'est dangereux. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais certains d'entre eux, toujours, parmi les gens, il y a toujours des brebis galeuses. Oui, à tout moment, on peut saisir et construire exclusivement du cap. Mais franchement, il faudrait que ces entraîneurs prennent leurs décisions. Imaginez-vous une seule seconde, s'ils prennent leurs décisions et qu'ils disent que s'il n'y a pas d'entraîneur sur contrat et consort, nous, on n'entraîne pas. Ils prennent leurs décisions. Vous allez voir. Mais les présidents du club, là, ils vont se plier à leurs décisions. C'est très important. Donc vraiment, sincèrement, nous louons le courage de ces entraîneurs. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Lésia José. Sur la page Facebook de la 3, juste avant la réaction de monsieur Koné Yaya concernant, bien sûr, les préoccupations soulevées par Roger Stéphane, on peut lire ceci. Monsieur Aboubacar Vier Camara. Les entraîneurs ivoiriens ont la qualité nécessaire pour relever le niveau du football ivoirien. D'ailleurs, ils ont beaucoup de mérite de travailler dans des conditions très difficiles et surtout confrontés au problème de la fuite des talents chaque année. La plus belle ne peut donner que ce qu'elle a. Monsieur Koné Yaya, oui, est-ce que dans un premier temps, vous faites partie de l'association des entraîneurs de Côte d'Ivoire? Bien sûr que je suis membre des entraîneurs de Côte d'Ivoire. Et quelle est l'ambiance qui règne au sein de cette association aujourd'hui? Oh, je pense qu'on vient d'élire le nouveau président, oui. Au nom de AAC, et justement qui a pour mission de travailler à essayer vraiment de redorer le blason de cette coopération d'entraîneurs que nous sommes. Je pense que beaucoup de points ont été relevés ici, mais je pense que tout part d'abord du fait d'accorder un statut aux entraîneurs de Côte d'Ivoire. Toute coopération d'abord qui n'est même pas reconnue officiellement parce que c'est le statut qui définit et tout. Bon. Les entraîneurs de Côte d'Ivoire n'ont même pas de statut. Donc du coup, c'est la porte ouverte à l'inorganisation. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure Roger Stéphane, bon, n'importe qui peut s'élever là, il vient, bon, parce que le milieu il n'est pas propre. Moi, je pense que le nouveau président des entraîneurs de Côte d'Ivoire doit donc avoir pour mission première, donc de pouvoir assainir notre milieu, de pouvoir faire de sorte que un entraîneur déjà qui n'a pas de contrat ne puisse pas officier. Et ça aussi, ça part de la volonté politique des dirigeants de la fédération. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'il faut rentrer en conflit. Non, il ne faut pas ouvrir un conflit entre les entraîneurs et les présidents des clubs. Mais tout part d'une volonté politique. Tout près de nous, ici, au Burkina Faso, les entraîneurs ont bel et bien un statut. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais il a fallu que le président de la fédération puisse faire accepter au président du club que les entraîneurs puissent avoir un statut pour pouvoir bien exercer leur métier d'entraîneur. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi une volonté politique parce qu'il ne faut pas laisser, comme on appelle ça, les entraîneurs, il ne faut pas les laisser pour compte. Nous faisons partie de l'environnement du football. Si on dit que le football local doit se porter bien, ça passe forcément par les entraîneurs. Si les entraîneurs se portent bien, c'est sûr que le football local va bien se porter. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui, le club ivoirien n'arrive même pas à franchir les phases de poule des compétitions africaines. Mais ça ne nous dit rien. Voilà. Et on rappelle que le seul qui est passé tout près de cet exploit, c'était Rigaud Gervais. Qu'est-ce qui manque, justement? 2014, finale Coupe de la Confédération perdue face à Ali. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est toute une organisation. Regardez le TP Mazambé. Regardez l'organisation qu'il y a autour du TP Mazambé. Regardez le club maghrébin. Le Raja, le Zamalek, le Al-Ali d'Égypte. Mais c'est des grosses machines. Attendez, c'est ça. Tout ça, ça compte au haut niveau. L'organisation, ça compte. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et Jean-Baptiste, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir ce qui manque. Il a parlé d'analyste vidéo tout à l'heure, mais la question qu'il faut se poser, de quels moyens disposent les clubs même pour avoir les vidéos des matchs? Il faut dire qu'il y a certains clubs, notamment en Ligue 2, dont j'ai pu avoir le témoignage, qui ont du mal même à avoir leur propre match pour débriefer, pour faire des débriefings avec les entraîneurs, pour voir pour comprendre ce qui n'a pas marché en termes de système de jeu, en termes d'évolution du jeu sur le terrain. Donc,
il y a de véritables problèmes de moyens techniques. Et moi, je pense que le véritable point, c'est cela. Roger Stéphane parlait tout à l'heure du fait que l'association des entraîneurs doit taper du poing sur la table, mais tout dépend aussi du poids de l'association de ces entraîneurs-là aussi dans l'environnement du football ivoirien. C'est un groupement d'intérêt. C'est un groupement d'intérêt. Oui, mais je suis d'accord. C'est la voix délibérative. Hein. Je suis d'accord, mais après, est-ce que la voix porte? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Monsieur Touréa est bien placé pour en parler. Je pense qu'il peut nous dresser un peu les différentes activités qui ont été tout simplement mises en place une prochaine fois peut-être, mais pour dire qu'il faudrait que l'association ait un véritable poids pour véritablement porter la voix des entraîneurs. D'accord. Yves? Allez, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'on a débattu assez longuement sur les différents problèmes qu'il y a au niveau des entraîneurs. Moi, je voulais relever un exemple. Pour ceux qui ont eu la chance d'échanger avec Guillaume Martial, quand vous lui demandez mais combien vous percevez lorsque vous étiez l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, lorsqu'on remporte la CAN 92, il vous dit toujours qu'il touchait son salaire d'enseignant à l'INJS. Ouais. Mais c'est incroyable. Si on ne vous révèle pas ça, vous ne pouvez pas croire que Guillaume Martial, lorsqu'il était l'entraîneur principal des éléphants de Côte d'Ivoire, il ne touchait que son salaire en tant qu'enseignant à l'INJS, mais pas en tant qu'entraîneur de Côte d'Ivoire. Et vous imaginez sur l'instant, dans tous les pays du monde où il y a eu des entraîneurs qui ont été vainqueurs d'une coupe majeure, eh bien, c'est quand même des personnes qui ont perçu des choses quand même colossaux pour pouvoir se prendre en charge. Et il a toujours baigné dans ce système-là parce que ces dirigeants qui ont été à la tête et qui sont toujours à la tête et qui sont toujours là n'ont jamais voulu assainir le milieu des entraîneurs, malheureusement. Je pense que ça doit changer. Ça doit changer d'abord avec l'action des entraîneurs eux-mêmes, mais aussi une volonté de la part de ces dirigeants de faire avancer les choses. Parce qu'on ne va pas toujours rester dans cet état précaire. Et je pense que la mesure qui a été prise par la fédération. Parce que maintenant, on est sur la bonne voie. Parce que maintenant, c'est les solutions. La fédération a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il faut avoir un certain nombre de niveaux pour officier sur les différentes ligues. Licence A, Ligue 1, licence B, etc., etc. Ça, c'est très bien. Deuxièmement, il y a les séances de formation. Ça, c'est très bien. Il faut aller plus loin. Comme je le disais, permettre à nos entraîneurs de faire des stages en Europe, dans les grands clubs, pour se perfectionner. Ça, c'est un autre élément. L'autre élément, c'est que les présidents des clubs doivent faire des efforts. C'est vrai qu'on les critique beaucoup, même si on peut saluer un peu leur travail pour le football ivoirien. Ils doivent faire un peu d'efforts pour créer un minimum de conditions pour que les entraîneurs travaillent bien. Et puis maintenant, aux entraîneurs eux-mêmes, messieurs, assainissez votre milieu, mettez de l'ordre dans votre milieu, organisez votre association, ayez votre statut, discutez avec la fédération, discutez avec les présidents des clubs et imposez un minimum pour vous permettre d'être des hommes de qualité et pour la qualité du football ivoirien. Et voilà comment on peut aider tout le monde dans le processus de relever le niveau des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Et je reste convaincu que coach Yaya est parfaitement d'accord. Bien sûr, avec parfaitement d'accord. Heureusement que ce n'est pas tous les présidents. Ah voilà. oui. C'est pas tous les présidents. Il y a des présidents, excusez-moi, il y a des présidents qui sont professionnels. Voilà, moi par exemple, avant de venir au BAFING, j'ai paraphé un contrat en bonne et due forme. Le président de Sosinani. Le président de Sosinani. Et ça, c'est déjà professionnel. Voilà, et je veux encourager tous les présidents des clubs. Parce que pour que l'entraîneur puisse travailler, il faut que déjà il ait une garantie. Et c'est son contrat qui le garantit, qui le met vraiment à l'aise pour faire son boulot. Voilà, donc voilà ce que je veux dire un peu. Heureusement, ce n'est pas tous les présidents de Sosinani. Le président Maître Roger Ognet. Il y a de très bons présidents de club. Il y a de très bons présidents de club, ça il faut le dire. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, mais coach, qu'est-ce qui a été fait par l'association justement jusque-là? Oui, par rapport à ça? Oui. Bon, et c'est ce que je viens de dire. On vient d'échanger de président. Il y a un nouveau président qui vient d'être installé. Et je pense qu'il a pris la mesure de la chose. Je pense que le président a assez. Et moi, je pense que ce sera d'abord l'une de ses prérogatives. Moi, personnellement, nous sommes un bon homme d'entraîneur. Nous, on attend le président sur ce volet. Et très rapidement, on espère que, voilà, on va commencer à sentir des prémices d'un changement pour que vraiment les entraîneurs ivoiriens puissent vraiment exprimer leur talent. D'accord. C'est désormais une certitude. Les éléphants U23 sont situés sur leurs potentiels adversaires au prochain tour des éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Exemple pour ce premier tour du tirage au sort, la bande à Faye Emers débutera son tournoi dès le deuxième tour. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023 a eu lieu au Caire ce jeudi.
Les éléphants U23 sont désormais fixés sur leur futur adversaire. Exempté du premier tour à cause de son ranking CAF, la Côte d'Ivoire fera son entrée en lice en octobre prochain, lors du second écrémage contre le vainqueur de la double opposition entre la Guinée-Bissau et le Niger. En cas de qualification, les vice-champions d'Afrique 2019 au troisième et dernier tour, prévu en mars 2023, seront opposés aux vainqueurs du match entre le Soudan et le Bénin. Désormais fixés sur leurs probables adversaires, les éléphants ont toutes les cartes en main pour mieux préparer leur rendez-vous. Et voilà, on va dire potentiellement, on a quelques noms. On peut rencontrer le Soudan ou le Bénin. Yves, Oui. est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a une main heureuse dans ce tirage? Bon, écoutez, dans les tournois de jeunes, il ne faut pas parler de main heureuse parce qu'on ne maîtrise pas la formation qui est développée dans différents pays. Il faut se concentrer d'abord sur nous-mêmes. C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Quels sont les joueurs capables de pouvoir intégrer cette équipe U23 parce qu'il va falloir la reconstruire pour ce que je vois, pour ce que je sais, il va falloir la reconstruire et il faut tout de suite que le sélectionneur de cette catégorie-là se met à la tâche déjà pour pouvoir réussir à bâtir une équipe compétitive avec des joueurs de qualité pour aller à la conquête parce qu'on est vice-champion d'Afrique. Il serait inconcevable dans cette catégorie, il faut le dire, il serait inconcevable de ne pas voir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cette compétition en 2023. Donc pour moi, le travail commence, je pense que le travail devait commencer depuis longtemps, commencer à rebâtir une nouvelle équipe et des joueurs qui seront susceptibles d'intégrer ce groupe, commencer déjà à poser des jalons, des fonds baptismaux pour permettre à cette sélection U23 d'avoir une équipe hautement compétitive pour aller chercher une qualification pour Paris 2024. Voici l'objectif. Pour le Maroc. D'abord pour le Maroc, mais ensuite, je dis que quand on va disputer cette qualificatif, c'est aussi pour les JO, parce que je crois que c'est l'objectif à atteindre à la dernière phase. Donc pour moi, oui, on a quand même la possibilité d'avoir un tirage qui est plutôt acceptable, mais il ne faut pas seulement se baser sur ça. D'accord. Pour juste ajouter à ça, il y a plusieurs tours. Hein. Sur le tour, là on était au deuxième tour, on joue le vainqueur de Guinée-Bissau au Niger. Ce sont l'un des deux que nous allons jouer quand on va entrer en compétition. Bon, la chance qu'on a, c'est que ces deux adversaires n'ont jamais participé au tournoi final. Elles n'ont jamais joué cette compétition. La Côte d'Ivoire l'a joué 2 fois, d'abord en 2011 et en 2019, parce que c'est une compétition qui se joue chaque 4 ans. C'est un tout nouveau tournoi qui est né en 2011 et on est vice-champion d'Afrique. Donc on a plus d'expérience en termes de vécu que nos probables adversaires que sont Guinée-Bissau et Niger. Et ça, c'est un élément important. Maintenant, comme dit Yves Boris, c'est des compétitions de jeunes. Nous, on a une équipe qui a fait une superbe campagne en 2019, qui est tombée en finale face aux pharaons de leur catégorie. Ça a été un match, une finale qui nous a fait tous pleurer parce qu'on a perdu dans des conditions assez tragiques. Maintenant, est-ce qu'on a encore ce groupe-là pour reprendre le tournoi? Non. Il faut se mettre au travail. Mais sinon, pour l'heure, les deux adversaires que nous avons, Guinée-Bissau et Niger, sont des adversaires qui sont complètement jouables et prenables pour les éléphantaux. Oui, tout à fait. Je pense que Vas-y. Oui, donc je le disais que effectivement ces adversaires-là sont jouables parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, lors de la CAN, de l'éliminatoire de la CAN 2019 pour la même catégorie au second tour, a battu le Niger en 8-1 en ensemble des 2 matchs, 2-1 au Niger et 6-1. C'était encore la génération des Willy Bracciano, des Christian Kwame et des Sangaré Ibrahim. Mais attention, dans cet effectif du Niger, il y a quand même des joueurs de haut. On a Moumouni Darenkoum du Sheriff Tiraspol, on a Mahamadou Saba du Club africain de Tunis. Donc il y a quand même tout de même dans l'effectif du talent du côté du Niger, donc il va falloir tout de même être vigilant. Alors, coach, quels peuvent être les pièges sur le parcours des éléphants vers le Maroc? Déjà, comme l'a dit Yves Boris, il faut d'abord se concentrer sur nos qualités. Et déjà, et les obstacles, d'abord, c'est d'avoir une très bonne préparation. Hein. Voilà, pour ce genre de compétition, il ne faut pas lésiner sur la préparation. Il faut s'y prendre très tôt. Pour moi, c'est ce qui peut être un obstacle pour nous. Mais si déjà on s'y prend tôt, je pense qu'il n'y a pas de raison que on n'arrive pas à passer sur. Vous pensez que notre préparation est optimale? On a joué 2 fois le Togo? C'est bien ça? Non, là, c'est pour le Chad. Ah, d'accord. Je me perds un tout petit peu. Il n'y a aucune préparation. Faye n'a pas encore commencé. Non, Faye n'a pas encore commencé. Mais je pense qu'il a de la matière
voilà, à lui de pouvoir donc constituer son groupe. Et je pense que s'il arrive à constituer un bon groupe, pourquoi pas. Allez, petite parenthèse, coach. Ben Lassine Koné, milieu de terrain, il évolue en Italie en Série B à Frosinone Calcio. Ils sont 8e après la première journée. Parlez-nous des qualités de ce jeune. D'abord, ce jeune, ça va être mon fils. C'est mon fils biologique. Koné Ben Lassine, voilà, il est parti très tôt, déjà en Italie. Voilà, il a eu un talent précoce. Je vais vous faire des révélations ici, détail. C'est grâce à mon fils Ben que j'embrasse la carrière d'entraîneur. Parce que je commence comme d'abord formateur. Très tôt, je vois mon fils à l'âge de 4 ans, 5 ans, déjà qui fait parler de lui au quartier, un pied gaucher, un gaucher magique. Et je le regarde, je l'observe. Je dis, mais cet enfant, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a quelque chose de magique que les autres n'ont pas. Et donc, je décide comme ça de l'encadrer. Et depuis tout petit. Et tout part comme ça. Hein? D'accord. Et tout est parti comme ça. Tout est parti comme ça. Voilà. Et après, au départ, il devait aller à l'Olympique de Marseille, dans le centre de formation de Marseille. Mais ça n'a pas marché. Et après, voilà, la piste de l'Italie est arrivée. Et voilà, c'était un garçon plein de qualité. Je pense que tout entraîneur aimerait avoir un garçon comme Ben dans son effectif, parce que c'est un gagneur, c'est quelqu'un qui a la rage. Quel âge a-t-il actuellement? Actuellement, il a 22 ans. D'accord. Et il peut défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Je pense que Faye ferait bien de peut-être regarder un peu du côté de l'Italie, parce qu'actuellement, à dire vrai, actuellement, Ben, il est titulaire indiscutable dans son équipe. Vraiment, il fait parler de lui en Italie. Toute l'Italie parle de lui. Il n'y a pas de jour où mon téléphone ne sonne, qu'on me dise que voici les prouesses de Ben. Et vraiment, je suis vraiment content pour ce garçon. On va lui souhaiter bonne chance. Oui, bien sûr. Et j'aimerais vraiment pouvoir le voir un jour venir défendre les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'il a 22 ans. C'est le moment pour lui qu'on puisse lui donner la chance véritable de pouvoir jouer avec le U23. Ici, d'accord, c'est bien noté. Alors, Roger, Ballot, Jean-Philippe et coach, on attend encore... d'accord, on attend encore les premiers pas du sélectionneur Faye Emers. Vous avez touché un tout petit peu du doigt le coach. Est-ce que vous pensez que le mois de septembre peut être une aubaine pour coach Faye de faire un premier regroupement? On attendra véritablement le premier regroupement de Faye. Moi, mon inquiétude, c'est qu'il a une double casquette. Il est l'adjoint de Gassé avec l'équipe Fagnon, l'équipe première, et puis il a les U23. Est-ce qu'il aura le temps nécessaire de se pencher, de se consacrer à cette équipe des U23? Par le passé, je ne crois pas que Aïdara Solio était avec l'équipe première. Il s'était véritablement consacré à ces U23. Donc on peut dire qu'il avait le temps. Il avait véritablement le temps de sillonner la Côte d'Ivoire, de sillonner aussi l'Europe pour détecter des joueurs ivoiriens qui pouvaient intégrer cette catégorie des jeunes. Et moi, là, c'est ma première inquiétude. Parce que Faye n'a pas été vite nommé pour qu'il puisse commencer à travailler véritablement afin de pouvoir bâtir une formation compétitive pour cette compétition. Et moi, c'est ma première crainte. La deuxième crainte, c'est que vous savez, pour ces catégories, les joueurs expatriés ont du mal à venir parce que ce n'est pas une date FIFA très souvent et les clubs refusent de libérer ces joueurs qui pourraient renforcer notre équipe. Donc, moi, voici mes inquiétudes à ce niveau. Un, il n'a pas été vite nommé. Deux, il a une double casquette, donc il sera à cheval entre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis avec les U23. Et sans oublier le fait qu'il y a des clubs qui font assez de difficultés pour libérer ces joueurs de moins de 23 ans. On a le droit de s'inquiéter à ces compétitions. Un peu, Roger. On attendra de voir. C'est le baptême du feu de Faye Emers, que nous tous, on a envie de voir débuter véritablement avec ses U23. Il a une position stratégique qui lui permet d'être à cheval entre les A et cette équipe des Olympiques. Donc, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'en ce moment, il est dans le style de Gassé, qui a fait le tour là pour ramener quelques joueurs en sélection? Est-ce que dans ce style-là, pour faire un peu le tour, pour regarder les garçons qui pourraient intégrer cette formation pour venir participer à ces éliminatoires et au tournoi qualificatif pour les JO, on l'espère bien. Mais en tout cas, on a tous envie de voir les grands débuts de Faye Emers. On va lui faire confiance, on va regarder, lui qui d'ailleurs pourrait être dans 2 ans le sélectionneur de l'équipe A des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc on regarde, moi j'ai envie de voir maintenant les pièges à éviter, c'est de sous-estimer nos adversaires. Les pièges à éviter,
c'est de faire une très mauvaise sélection, parce qu'il faut faire une bonne sélection, comme ça a été le cas par le passé sur l'édition de 2019. Et puis le piège à éviter, c'est de faire une très mauvaise préparation. Il faut qu'on se donne les moyens de faire une préparation qui permet à ces jeunes garçons de pouvoir bien aborder ces éliminatoires, bien aborder le tournoi final et surtout nous qualifier pour les Jeux Olympiques, parce que c'est l'un des challenges quand même du football ivoirien, aller aux Jeux Olympiques, et pourquoi pas faire un bon résultat. Donc on attend de voir l'un mis dans l'autre, on attend de voir les grands débuts de Faye MS, ce que ça va donner véritablement en tant que patron, en tant que maître à jouer, chef d'orchestre de cette équipe de U23. Vraiment, on est impatient de voir le jeune Faye MS à la baguette. Eh bien, si vous vous demandez où est passé Aruna Dandane, eh bien, restez avec nous. Parole d'Aix revient dans quelques instants seulement. Pour l'instant, Balo va réagir. Oui, rapidement, je pense que Faye MS a 2 points forts. Hein. Déjà, je pense que Yves Boris parlait tout à l'heure du double casquette. Je pense qu'il peut bien mettre cette double casquette-là à profit dans la mesure où il côtoie un entraîneur très expérimenté. Donc, je pense qu'il peut prendre certaines astuces pour essayer de les appliquer, surtout tactiques, surtout des astuces de gestion de groupe. Mais aussi, le deuxième point fort, c'est que c'est un ancien joueur de l'équipe nationale. Donc, il sait prendre la mesure de la pression que représente le maillot orange. Donc, je pense que partant de ces 2 faits-là, la pression, la gestion de la pression en tant qu'ancien joueur, il peut l'insuffler à la jeune génération, mais aussi cette double casquette-là, il peut bien mettre cette double casquette-là à profit par rapport à ce qu'il aurait appris avec Jean-Louis Gasset. Pour ces débuts, je me dis, suivre 2 lièvres à la fois, ça peut être préjudiciable pour MS Faye. Bien sûr. Pas encore cette grande expérience de la gestion d'un groupe, de la gestion d'une équipe. Donc pour moi, il serait judicieux pour MS Faye de se consacrer, de se concentrer sur cette équipe de U23 que d'avoir une double casquette, parce que ça peut vous faire changer, j'ai envie de dire, d'objectif. Parce qu'en même temps que vous travaillez avec l'équipe A, là-bas, il y a la pression. Vous avez aussi l'équipe U23 où vous avez une autre pression, où en fait vous êtes en train de préparer la nouvelle génération qui va monter bientôt en équipe première. On va prendre il faut assainir tout ça. Il faut laisser Vous pensez qu'on doit le décharger? On doit le décharger. D'accord. L'enlever de cette équipe des éléphants avec Gasset, le laisser se consacrer, se concentrer sur cette équipe de U23, préparer la nouvelle relève. Est-ce qu'il n'y a pas un entraîneur qui avait cette double casquette Camara, par exemple Non. Je ne sais pas trop. D'accord, coach, allez-y. Moi, je sais que Mama Ouattara a eu aussi cette équipe, j'ai envie de dire, des U23, mais à l'époque, il n'était pas encore avec. Alain Guambeno aussi. Alain Guambeno aussi. Mais moi, ce que je veux dire, je pense qu'il faut trouver le juste mesure. C'est ça? Voilà, le juste mesure. Parce que aussi, en étant auprès des Gasset, je pense que c'est un jeune. Il apprend. Faye, il vient sans expérience. C'est vrai, c'est pas facile d'être à cheval, mais je pense bien que Gasset et autres devaient pouvoir l'épauler pour mener à bien. C'est vrai qu'il est le patron, mais je pense que, et ça aussi, il faut regarder ce côté-là, que Faye n'a jamais entraîné. Et du coup, prendre une sélection nationale, c'est pas facile, mais je sais que autour de lui, voilà, si Idriss Diallo a bien voulu choisir Faye, c'est justement pour le préparer. En France, donc, du coup, il a quand même commencé avec les U15. Ils vont trouver. C'est vrai que c'est pas la grosse tête des éléphants de Côte d'Ivoire, une équipe nationale, mais quand même, il a commencé un petit peu. Oui. Je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage, pouvoir coacher les U23. Je pense que c'est sûr que le Gasset et son staff. D'accord. Il peut d'ailleurs piocher dans le groupe de Gasset. Oui, pourquoi pas, voilà. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien,